Ok, merci. Bonjour à tous. Quelques mots effectivement d'abord sur l'établissement dans lequel je travaille. C'est le CEREMA, donc c'est un établissement public à caractère administratif. Et en fait, c'est le seul établissement en France qui est sous la double tutelle à la fois de l'État et des collectivités territoriales. Avant, ce n'était pas possible. Il y a eu un changement de loi parce que quand l'État était présent, il voulait avoir la main mise sur l'ensemble des décisions et il ne voulait pas les partager avec les collectivités territoriales. Mais l'ensemble des sujets sur lesquels nous travaillons sont des sujets qui sont à l'interface entre l'État et les collectivités territoriales. Il y a eu un changement de loi il y a 2 ans de ça. Et aujourd'hui, on a plus de 1000 collectivités territoriales qui sont adhérentes de l'établissement. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, dans notre pays, l'État a un certain nombre de politiques publiques, mais qui applique ces politiques publiques dans un grand nombre, effectivement, de domaines, en fait, ce sont les collectivités territoriales. Et donc, il y avait un petit peu une difficulté à fonctionner, parce que souvent, l'État fait sa politique, ou édicte une politique, et puis il regarde et il dit, mais personne ne l'applique. Et donc, il fallait un élément, et donc notre établissement s'est positionné là-dessus, et accompagne, effectivement, le déploiement des politiques publiques dans les territoires. Alors nous travaillons dans 6 domaines d'activité, je les ai notés ici, et donc je pilote l'activité bâtiment, et c'est à ce titre-là que je vais venir vous présenter sur un cas particulier, une des thématiques sur lesquelles nous travaillons, qui est la thématique des matériaux bio et géosourcés. Donc, si on analyse un petit peu l'utilisation de ces matériaux au cours du temps, au XIXe siècle, effectivement, les matériaux issus de la biomasse, c'est la ligne verte, étaient majoritairement utilisés et donc naturellement utilisés. Et puis, avec l'industrialisation et les différentes étapes, il y a l'industrialisation du domaine du bâtiment, notamment Seconde Guerre mondiale, qui a beaucoup changé les choses. On a utilisé des matériaux qui sont aujourd'hui dits traditionnels. Et donc, vous voyez que notamment la partie minérale, c'est la courbe grise que vous voyez. Toutes les courbes sont en augmentation. On a besoin de plus en plus de matériaux. Mais quand on regarde intrinsèquement, les matériaux qui croissent vraiment beaucoup plus que les autres, c'est les matériaux issus du minéral. Et bien souvent, aujourd'hui, nos villes sont éminemment très minérales. On pourrait dire, vous avez fait une projection il y a 10 ans, il y a eu une prise de conscience, on a changé les choses. On trouve exactement le même syndrome que dans l'industrie automobile. L'industrie automobile, ils ont fait des efforts énormes, ils ont réduit la consommation des voitures, mais les voitures sont devenues plus grosses, plus lourdes, plus volumineuses, et globalement, on ne voit pas sur le bilan global, l'effet d'une prise de conscience. Dans le domaine du bâtiment, c'est un petit peu la même chose, mais avec des facteurs qui sont différents. Il y a déjà la démographie qui est en augmentation. Je vous ai mis en bas un petit graphique dans lequel vous voyez les prévisions d'augmentation des populations. Effectivement, il y a une stabilisation dans quasiment tous les continents, même le continent asiatique par la politique dans des pays qui on donne des projections qui vont être un petit peu à la diminution, mais il y a un continent dans lequel l'évolution est très marquée. En Afrique, on a une évolution très forte. Dans le même temps également, on demande beaucoup plus à son habitat. Et la récente période du Covid a même renforcé cette notion-là. On attend beaucoup plus en termes de confort, en termes d'espace vis-à-vis de nos logements. Et donc ça conduit à avoir une augmentation conséquente de l'utilisation des matériaux de construction. Ce que je voudrais, alors vous allez voir, je vous ai mis un certain nombre de résultats, c'est pas pour vous embêter, mais pour vous montrer effectivement qu'il y a derrière l'innovation un certain nombre de travaux de manière à étayer, à consolider cette innovation. La première donnée que je voudrais que vous gardiez en tête, si vous ne l'avez pas, c'est quand on fait une analyse on dit du berceau au cercueil du bâtiment, quand on fait une analyse de toute la consommation énergétique et de CO2 de ce bâtiment, en fait, la vie, le fonctionnement, le chauffage, la climatisation, ça représente 25%
de l'impact. C'est-à-dire que 75% est lié à la construction, à ce qu'on appelle l'énergie grise. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEME qui a fait une étude. Et plus on va vers des matériaux, vers des bâtiments qui sont à très forte isolation, plus on utilise de matériaux, plus l'énergie grise augmente par rapport à l'énergie du fonctionnement. Donc première chose, quand on rentre dans un bâtiment, à minima, 75% de son impact est déjà acté. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est on essaie de privilégier, on essaie de développer des filières locales de matériaux biosourcés. Ces filières locales, on en a beaucoup parlé. C'est tous les produits que vous voulez, qui peuvent être issus. C'est la valorisation de la biomasse, sylviculture, agriculture, aquaculture, mais également tout le recyclage. Mais je crois que je prêche des convaincus parce que je l'ai entendu souvent depuis ce matin. Donc recyclage notamment des textiles, recyclage des matériaux. Donc très clairement, on a en France un certain nombre de filières. Je vous les ai mises sur le graphique en bas à droite. Donc, bien entendu, il y a une filière qui fait un petit peu référence parce qu'elle a été développée très, très tôt. C'est la filière du chanvre. Mais aujourd'hui, les ressources sont nombreuses. La paille de colza, le miscanthus, la paille de lavande. J'ai travaillé sur la paille de lavande, les aiguilles de pin. Je travaille actuellement sur le sarment. Bien entendu, dans la région, on ne peut pas ne pas citer la paille de blé et la balle de riz qui, effectivement, peuvent être utilisés dans des matériaux de construction. Alors, ces matériaux, c'est quoi? J'ai pris l'exemple bien connu, tout le monde devrait reconnaître la plante de gauche. On tire deux types de matériaux et ça a été un petit peu dit. Vous avez la fibre corticale, c'est-à-dire qui constitue l'extérieur et le squelette de la plante. En défibrant, on en fait des laines d'isolation. Vous voyez les produits à droite, ce sont des produits qui sont dans le commerce libre. Je vous donnerai un certain nombre d'éléments. Mais si on casse la tige une fois qu'elle est séchée, vous avez des granulats au milieu de la slide, vous voyez à gauche ces granulats qui vont être utilisés comme du granulat pour faire des matériaux avec un liant. Ce liant, il peut être hydraulique ou il peut être de la terre crue. Et on a notamment développé des mélanges pour faire de la BTC, terre crue, plus matériaux biosourcés, par exemple pour Mayotte. C'est le programme Thomas qui s'est terminé l'année dernière. Alors, utiliser la biomasse dans le bâtiment, je ne vous ferai pas l'affront de faire la démonstration, mais ça existe aujourd'hui. S'il y a encore des gens qui sont un petit peu rétifs. Alors nous, effectivement, on a dans notre culture les trois petits cochons. Tout n'est pas toujours bon, référence, dans les histoires comme ça. Et dès l'enfance, on nous apprend un certain nombre de choses. Mais la paille, les matériaux biosourcés, le bois sont aussi de très bons matériaux pour la construction et je vais essayer de vous le montrer encore mieux. Et notamment, vous voyez les slides complètement à droite qui montrent en termes d'isolation et en matériaux de remplissage des matériaux biosourcés utilisés. Donc ça, c'est les laines. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé. Ces fibres-là, elles sont poreuses et elles sont intéressantes. On est exactement dans les mêmes gammes de performance que les laines de verre et les laines minérales. L'interchangeabilité est complètement possible, aucun souci là-dessus. Donc, vous pouvez décarboner votre bâtiment très facilement avec ces laines. Je dis simplement que les laines de verre, c'est quand même du verre qui a été chauffé à plusieurs centaines de degrés, justement pour être filé de manière très simple. Les matériaux biosourcés. On a effectivement une très grande variété de matériaux. Je voudrais dire deux choses là-dessus. La première chose, c'est jamais en concurrence avec l'agriculture. C'est toujours en complément, c'est-à-dire que c'est une source de revenus supplémentaire pour l'agriculteur. Et donc, vous avez différents types de produits. Complètement à droite, les matériaux issus de la culture du riz. Mais partout en France, partout, vous voyez la carte avec une collègue, on avait fait cette cartographie. On trouve des ressources. Il n'y a pas des filières de partout, mais il y a des ressources. Et on essaie aujourd'hui de valoriser ces ressources. Et ce n'est pas une seule ressource, il y en a plusieurs.
Alors, une des caractéristiques essentielles pour comprendre pourquoi c'est intéressant, et si c'était intéressant que d'un point de vue environnemental, les majors du domaine nous auraient rapidement écartés de ce marché. C'est intéressant pour une caractéristique. Si vous regardez une particule de matériaux biosourcés, elle est poreuse. Pourquoi? Parce que la sève circule et donc toutes les particules sont très poreuses. Et cette porosité, elle est à la base de toutes les performances très intéressantes et des performances qui sont supérieures aux matériaux traditionnels. Et quand vous commencez à parler à un industriel en lui disant « j'ai un matériau et il a des performances qui sont bien meilleures que les tiennes en termes de thermique, acoustique, voire mécanique », là, l'industriel, il commence à vous écouter. Le fait qu'il soit en plus porteur de CO2 et donc d'empreinte environnementale faible, c'est l'élément à la fin. Mais pour moi, c'est essentiel, effectivement, de montrer que ces performances de ces matériaux sont excellentes. Alors, je vais passer très rapidement. Vous avez en bas à gauche des courbes d'absorption acoustique. Pour être très bon d'un point de vue acoustique, il faut être poreux. Pourquoi? C'est de l'absorption qui se fait par effet visqueux dans les pores. Et ces matériaux-là, pour peu qu'on travaille bien la surface, eh ben, ils ont un niveau qui sont supérieurs aux matériaux acoustiques que l'on fait traditionnels. Les dalles de plafond que l'on fait, nous, on les a battues sans aucun problème avec des formulations de béton à base végétale. La deuxième chose, c'est en mécanique. Si vous avez un matériau poreux, il est moins bon qu'un matériau complètement plein. Donc, c'est le point faible, entre guillemets. Mais les courbes que vous voyez, on est à 1 MPa. Tout à l'heure, on parlait du béton à 25 MPa. On n'a pas nécessairement ces niveaux de caractéristiques mécaniques à assurer. La base pour les matériaux de construction, c'est entre 1, 2 ou 5 MPa, suivant que vous voulez être porteur ou non porteur. Là, dans les matériaux tels qu'on les a traités, nous, pour favoriser l'aspect thermique, on est non porteur, on est en remplissage d'un matériau, donc, qui est en général du bois, pour être en décarbonation. Par contre, la présence de film permet d'avoir ce sont des matériaux qui ne sont pas fragiles, ils sont dits ductiles, et vous voyez qu'en flexion, si vous faites ça sur un bloc de béton, dès qu'il y a une première fissure, le matériau casse parce qu'il n'y a rien qui reprend, alors que là, les fibres viennent ponter la fissure. Il y a un aspect que je voudrais discuter un petit peu plus longuement, c'est l'aspect thermique. Je vous ai dit, ces matériaux, ils sont meilleurs que les matériaux traditionnels. Là, on compare. En haut, vous avez donc du béton de végétal. Au milieu, du béton cellulaire. Et en bas, de la brique rouge, je ne dirais pas le nom, mais brique de terre cuite. Ces matériaux, faites-moi confiance, ils ont à peu près la même masse volumique et à peu près la même conductivité thermique. On les a soumis dans les mêmes conditions à un saut de température de 10 degrés à 40 degrés, la courbe orange, et on a suivi en vert, en noir et en rouge les trois courbes. Si vous regardez, au départ, ils sont à peu près au même niveau. Ils montent exactement de la même manière. C'est normal, c'est la même conductivité thermique, c'est la même masse volumique. Par contre, à un moment, il y en a un qui s'arrête, le vert, qui est le béton de chanvre, alors que les deux autres continuent à monter. Et puis après, il y a un delta entre les deux parce que ce n'est pas exactement les mêmes valeurs. Qu'est-ce qui se passe dans le béton végétal qui fait que la température arrête de monter au milieu du mur? En fait, il y a un phénomène qui est nouveau, qui est dans les matériaux poreux, qui est lié à la présence de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau qui peut condenser dans certaines conditions et dans d'autres qui peuvent se vaporiser. C'est exactement ce qui se passe à la surface de votre peau pour la vaporisation, pas la condensation, qui fait un volant thermique. Quand la température augmente, à un moment, la vapeur d'eau, l'eau liquide se vaporise et ça vous ralentit l'augmentation de température. C'est exactement ce qui se passe à votre peau. Ça se passe aussi quand ça se refroidit et donc ce volant thermique empêche les sauts de température. Alors, il me reste 1 minute, donc je vais passer un petit peu rapidement. Vous avez ici l'explication qui est en forme de preuve, puisqu'on a fermé la porosité et on voit qu'on annule une partie du phénomène. Qu'une partie, puisqu'elle continue à se passer dans l'épaisseur. Mais ce qui est très important, c'est que si vous constituez un mur avec cette perméabilité entre les enduits et le mur lui-même, eh bien vous maintenez ce système-là. Et on s'est aperçu qu'à 19 degrés, des gens nous disent je suis super bien dans ma maison parce que l'air est plus sec d'une part, mais aussi parce qu'on a cet effet de régulation qui est renforcé.
Je voudrais absolument dire quelques mots sur les aspects économiques, parce que souvent on dit « Ah ouais, mais c'est bien plus cher ». Oui, ils sont en général vendus plus cher, mais on a fait une étude sur des ouvrages complets. Là, vous avez un même mur entre traditionnel et les matériaux biosourcés. Il y a un écart de prix qui peut monter à quelques pourcents. Mais si vous ramenez ça au coût complet d'une opération, c'est entre 1,5% et 2% le coût lié à l'utilisation des matériaux biosourcés. Et je rajouterai, si on a bien fait la conception, et là vous en êtes bien entendu les porteurs comme moi, hein, bien sûr je suis dans le lot, ben, si c'est bien fait, vous aurez des performances qui seront encore meilleures et on pourra économiser encore sur la consommation énergétique après. Quelques mots de conclusion. J'espère que je vous ai montré, ce qui existe bien entendu et que je vous ai montré essentiellement en France, dans 15 pays, on a fait l'étude et ça marche également, y compris dans des zones arides ou semi-arides. On arrive à identifier des matériaux issus de la biomasse non valorisés aujourd'hui et valorisables dans le domaine de la construction. J'ai mis les références de ces études-là que j'ai réalisées. Dernier point, quelques conclusions. Je crois que vous incarnez bien, et je le disais à Maria, ce que l'on essaie de faire, c'est-à-dire créer des écosystèmes locaux qui impliquent tous les acteurs de la construction autour de produits, de bioproduits, en valorisation locale, qui permet que chacun ait sa spécificité et le portage et la solidarité globale pour que cette solution puisse vivre. Souvent, dans les régions, on trouve des gens qui sont intimement convaincus du bien fondé, mais on n'a pas le panel de tous les acteurs. Et c'est ce que nous essayons de faire en faisant émerger des filières industrielles dans chacune des régions. Je vous remercie.